Bonsoir, merci de nous retrouver. On est en direct, il est 18h30, on est toujours ensemble pour Bourse Live, les rencontres. Et pour cette webconférence, je sais que vous l'attendez, puisqu'elle va essayer de déterminer comment on fait pour s'y retrouver un petit peu dans le secteur de l'IA, comment on fait pour bien choisir, bien comprendre les répercussions de cette révolution en bourse, parce que oui, elle a déboulé dans nos vies et sur les marchés en 2023. C'est la thématique et sans doute la tendance de long terme, la méga tendance pour les investissements. Mais une fois qu'on a posé cette évidence, beaucoup de questions demeurent. Comment on s'expose sur l'IA en bourse? Quels secteurs vont profiter de l'IA? Quels sont ceux qui vont en souffrir? Est-ce qu'on n'est pas déjà un petit peu dans une situation de bulle qui ne demande qu'à exploser? Est-ce que tout le monde, tous mes invités là ce soir sont confort avec l'idée d'un Nvidia qui pèse plus de 3000 milliards de dollars en bourse? Bah oui, ça tombe bien, je vais pouvoir poser toutes ces questions ce soir car j'ai un panel d'experts avec moi, à commencer par Jérôme Paradis, spécialiste produit chez Oddo BHF Asset Management. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Juliette Faure, directrice des investissements responsables chez BlackRock Systématique. Bonsoir Juliette. Bonsoir Laurent, ravi d'être ici. Mathieu Kiep, directeur d'animation chez Amundi Technologies. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Et il est à distance, mais il est avec nous ce soir. David Rainville, gérant chez Sycomore Asset Management. N'oubliez pas de ouvrir votre micro, David. Bonsoir tout le monde, content d'être ici. Bonsoir David. Bon, allez, on va commencer cette table ronde par une question vérité. Je l'ai dit, l'IA, elle a déboulé dans la vie des investisseurs ou même des particuliers en 2023. Est arrivé un beau jour, ChatGPT, gentiment ouvert en modèle d'accès libre pour tout un chacun, et on a pu lui demander tout et n'importe quoi, des recettes en alexandrin, la dissertation des enfants qu'on avait parfois du mal à terminer. On a découvert ça un petit peu émerveillé, un petit peu effrayé. Est-ce que pour les professionnels de l'investissement que j'ai à mes côtés, cette tendance-là, elle était déjà présente depuis un bon moment? Est-ce que vous l'aviez identifiée sur vos radars, Jérôme? Bah oui, en fait. Oui, parce qu'en fait, nous, on a lancé notre fonds Oddo BHF Artificial Intelligence fin 2018, c'est-à-dire il y a 5 ans, c'est-à-dire bien avant ChatGPT. Pas mal. Alors je précise, c'est un fonds évidemment investi en actions qui présente un risque de perte en capital, mais c'est surtout un fonds qui donc, a investi assez tôt dans l'intelligence artificielle parce qu'on était déjà convaincus il y a 5 ans du potentiel de développement de l'intelligence artificielle. Et évidemment, on trouvait que dès le départ, on était convaincus dès le départ qu'on pourrait trouver des applications de l'intelligence artificielle dans un très très grand nombre de domaines et de secteurs économiques. Cela dit, je reconnais avec vous qu'on est impressionné par la rapidité des progrès que cette technologie enregistre depuis quelques années. Bon, même question pour mes deux autres invités. Juliette, vous surveillez chez BlackRock, voilà, vous dites, il y a quelque chose là qui est prêt à germer, et quand ça va germer, ça va éclore très très vite. Parce que ce qui nous a frappé aussi, je pense tant d'un point de vue technologique, économique, on va en parler, mais technologique que boursier, c'est l'éclosion très rapide de cette thématique de l'IA. Oui, exactement. Alors, on parle de la révolution avec ChatGPT. Effectivement, c'est, comme vous l'avez dit, la mise en ligne gratuite d'un outil qui ressemble à un cerveau humain. On a l'impression vraiment de parler avec un ami, un collègue. Mais en réalité, ça a traduit une évolution sous-jacente dont on va parler aujourd'hui, je pense, qui dure depuis des années, voire des décennies. Et donc, l'IA traditionnelle, finalement, elle est déjà bien intégrée. On a vu qu'il y avait déjà même des solutions, des produits financiers existants. La vraie révolution l'année dernière, c'est cette IA générative qui vient effectivement bouleverser un petit peu les codes et qui a suscité un tel emballement sur les marchés. Bon, vous, Mathieu, vous êtes directeur de l'innovation chez Amundi Technologies. Exactement, la branche qui fournit nos services à l'asset manager qu'on connaît bien et qu'on adore, qui s'appelle Amundi, mais aussi au marché. D'accord. Voilà, donc j'imagine que vous, dans le cadre de votre métier, c'est des choses que vous avez déjà sans doute assez clairement vues. Oui, et puis je vais juste rappeler et compléter mes amis ici, c'est qu'effectivement, tout progrès a des sauts. Et effectivement, l'IA, c'est très vieux, ça vient de longtemps. Il y a eu des... quand Yann Lequin a commencé à préparer ses réseaux de neurones, on a vu la reconnaissance de figures dans l'image. Et on faisait les chèques bancaires comme ça, on était capable de retrouver les écritures manuscrites. Yann Lequin qui est chez Meta aujourd'hui, c'est ça Mathieu? Exactement, directeur de l'innovation chez Meta et de la recherche scientifique. Donc on en a vu beaucoup des progrès. Effectivement, pendant les 10 dernières années, on était très concentrés, surtout sur les marchés, sur les IA prédictives. C'est avec toutes les connaissances qu'on est capable, peut-on anticiper les signaux à plus ou moins long terme de marché qui nous permettent de faire des investissements. On a fait beaucoup de choses, mais je peux pas dire avec beaucoup d'honnêteté qu'on ait quelque chose qui a eu un wow effect comme il y a eu avec les IA génératives, notamment
Et essentiellement, et je pense qu'on va revenir dessus, parce que les IA génératives nous permettent aujourd'hui de manipuler une quantité colossale de connaissances de manière très simple. Et c'est le message clé que je veux transmettre aujourd'hui. On est bien sur une révolution, et pas juste une hype et une bulle. Alors on pourra parler. Hein, on va en parler, forcément. Mais néanmoins, on voit qu'on simplifie l'interface homme-machine. Comme votre touchscreen, à une époque, vous a simplifié la capacité de manipuler un téléphone, et pas à pianoter. Ici, vous pouvez avoir toute la connaissance du monde, plus les vôtres, et vous verrez comment, juste en dialoguant avec un chat. David, qui nous écoute à distance, on a parlé du saut avec Mathieu, du saut très rapide. Est-ce que c'est ça aussi? C'est finalement ce côté très intelligent pour faire adopter cette technologie, de la livrer comme ça, prête à l'emploi, en disant allez-y finalement, c'est pas quelque chose qui va coûter des centaines, des milliers de dollars, c'est quelque chose qu'on va vous mettre à disposition gratuitement. Et puis après, si ça vous plaît, bien sûr, il faudra payer, mais dans un premier temps, découvrez. Et puis l'idée derrière que essayer, c'est l'adopter. Non, c'est exactement ça. Hein. On verra qui paiera pour quoi dans le futur, mais pour l'instant, le taux d'adoption a été vraiment incroyable, plus vite que TikTok, plus vite que toutes les applications qu'on utilise à tous les jours dans notre vie. Je crois vraiment le catalyseur, c'est ça a été les Transformers qui est sorti de Google il y a quelques années déjà de ça, mais vraiment le fait que l'infrastructure digitale, qu'on puisse l'utiliser sur nos téléphones mobiles, sur nos smartphones, sur nos PC, sur nos laptops, sur nos tablettes. C'est vraiment ça qui a débloqué l'accès à GPT. Et si on peut rajouter qu'une fois que OpenAI a sorti le 4.0, il nous a donné accès au web browsing, donc accès à toute la base de données de l'Internet en temps réel, c'est vraiment ce qui fait rêver. Bon, c'est vraiment ce qui fait rêver et ce qui marche en bourse. Je ne vais pas y venir tout de suite, j'avais noté un peu plus tôt dans les questions que j'avais envie de vous poser, je ne vais pas y venir tout de suite, je vais vous demander là, quels critères on utilise aujourd'hui pour bien valoriser une valeur de l'IA? Qu'est-ce qu'on regarde? Est-ce qu'on regarde la croissance? Est-ce qu'on regarde la rentabilité à plus ou moins long terme? Est-ce qu'on regarde un petit peu de tout ça? Est-ce qu'on regarde les différents cycles? On a l'impression que ça va se propager d'abord par les gens qui fabriquent des microprocesseurs, des conducteurs, puis après peut-être sur d'autres pans de l'industrie. Jérôme, comment vous regardez ça et qu'est-ce qui vous fait dire, bon, la valorisation, je ne sais pas si on peut dire qu'elle est raisonnable, mais elle est peut-être acceptable, tout du moins? C'est évidemment une très bonne question et parfaitement légitime, mais d'abord sur les critères de valorisation, en fait. Pour valoriser une société active dans l'intelligence artificielle, en fait, nous on utilise des critères de valorisation qui sont les mêmes que pour n'importe quelle action en fait, en pratique. Il n'y a pas une espèce d'exception IA? Il n'y a pas d'exception dans la méthode. Parce qu'en fait, les valeurs qui tirent l'intelligence artificielle aujourd'hui en bourse sont des valeurs, le plus souvent, des très grosses valeurs, très rentables. Donc on n'est pas du tout comme à la situation des années 2000 avec des dot-com, des sociétés beaucoup plus petites, pas rentables. Donc là, on a des vrais flux financiers. Donc il n'y a pas besoin d'inventer des nouvelles méthodes de valorisation. Par contre, la difficulté, c'est évidemment d'utiliser ces méthodes sur des flux financiers prévisibles. Et en fait, la difficulté, c'est justement de prévoir ces flux-là. Parce que quand on a une technologie qui est nouvelle, qui est même radicalement nouvelle, c'est compliqué parfois de bien comprendre à quelle vitesse cela a un impact sur les résultats financiers. Bon, même question pour David qui nous écoute. En tant que gérant là, dans votre fonds, quand vous rentrez une valeur IA, vous dites, bon, ça peut encore progresser parce que le potentiel est là, ou bon, ça peut encore progresser, mais on est un petit peu en surchauffe. Comment vous y prenez-vous, David? Il faut toujours balancer les deux. Hein? Ouais. Je crois que quand on pense aux valorisations, NVIDIA, aujourd'hui, disons au prix de vendredi, parce qu'aujourd'hui, il y a une petite décote, traite sur environ 25 fois les bénéfices, d'après nous, pas les bénéfices du consensus. Historiquement, NVIDIA a traité entre 20 et 40, 45 fois. Donc, pour nous, il n'y a rien de vraiment surchauffé. Il faut juste faire attention au momentum, à la structure de marché aux États-Unis qui peut être des fois très unidirectionnelle. Mais pour nous, ces grosses valeurs-là, Microsoft, NVIDIA, qui font vraiment partie des pioches et des pelles, la phase numéro 1 d'investissement dans l'IA, ne sont pas sur des multiples qui sont inquiétants pour nous. Et dans nos discussions avec des sous-traitants en Asie, dans la chaîne de valeur, il y a encore beaucoup de demandes dans les 3-4 prochains trimestres qui vont surprendre à la hausse les chiffres de CAPEX de Microsoft, Meta, Amazon et tout ça. Donc, on croit que c'est OK. David, expliquez-nous en quelques mots ce concept de fournisseur de pioches et de pelles qu'on aime bien rappeler.
Oui, exactement. Donc, nous, on voit 4 phases vraiment dans l'investissement de l'IA. Et la première, c'est vraiment le deep tech, les pioches et les pelles. Donc, quand on pense à la chaîne de valeur, NVIDIA, eux, ils designent les puces. TSMC, eux, les manufacturent. Et après ça, on a des assembleurs. Donc, il y a des compagnies, surtout basées à Taïwan, qui assemblent les serveurs d'NVIDIA et de d'autres puces aussi, mais surtout d'NVIDIA, que ce soit pour les components de refroidissement, les components de connectivité à l'intérieur des serveurs. Donc, ça, c'est une autre manière de se positionner, ce qu'on fait dans le fond Sycomore Sustainable Tech sur la chaîne de valeur de l'IA, parce qu'on croit qu'il y a beaucoup de révisions de bénéfices au consensus là, parce qu'il y a beaucoup de demandes. Beaucoup de demandes. J'ai l'impression que donc tout le monde est confortable sur ce plateau avec NVIDIA à 3 000 milliards de dollars. Mathieu, Juliette, pareil pour vous, on n'est pas dans une situation de bulle en ce moment. Mais... Le mot est lâché. Est-ce qu'on est dans une bulle IA ? Mais je pense que pour NVIDIA, ce qui fait aussi la différence, c'est la capacité non seulement à fournir des résultats de qualité au moment de la publication des résultats, mais à réussir encore, malgré le niveau des valorisations, à battre le consensus des analystes. Et c'est un petit peu ce qui fait la différence aujourd'hui entre NVIDIA et par exemple des Salesforce, Adobe et Intel qui avaient été portés par la vague de l'IA l'année dernière et qui ont peut-être un petit peu décliné cette année. Donc c'est aussi la qualité au sein de la tech qui justifie aujourd'hui le prix. Exactement. Voilà, le cours de ces valeurs. Le spécialiste de la technologie que vous êtes, Mathieu, qu'est-ce que lui, il regarde ? Qu'est-ce qu'il trouve solide dans une valeur IA ? C'est quoi ? C'est justement les solutions qui sont proposées entre les différentes intelligences artificielles, c'est la qualité des conducteurs qui va être fournie. On nous dit qu'NVIDIA a une avance sur ses concurrents. Avec votre œil d'expert, comment vous estimez tout ça ? Ah bah oui. Écoute, je suis en train de penser à... J'ai entendu ça l'autre jour à Clémenceau qui disait... la guerre est une affaire trop sérieuse pour la laisser aux militaires. L'IA est une affaire trop sérieuse pour la laisser aux techniciens. Je me lance quand même. Je vais rephraser un peu tout ce que j'ai entendu. Donc c'est très vrai, tout ce qui est dit. Je pense qu'il ne faut pas mettre tout le monde, surtout côté deep tech, dans le même sac. Il y a les producteurs qui vont permettre, les producteurs d'IA, pardon. Donc du coup, on a besoin d'infrastructures pour produire des IA, pour produire des modèles. Et après, il faut ce qu'on appelle, désolé pour le terme technique, mais les inférer, les utiliser. C'est les consommateurs. Les entraîner, c'est ça ? Alors, il y a la partie production d'IA, c'est l'entraînement de l'IA. On lui prend plein de données, on les fait mouliner, et puis après, elle existe. Et après, il faut jouer avec. Et pour jouer avec, ce n'est pas du tout les mêmes infrastructures que NVIDIA. Et attention, alors là, je dévoile personne, mais je pense que vous allez voir dans les trimestres à venir, plein de nouvelles technologies embarquées dans vos smartphones. On voit Samsung déjà qui commence à jouer avec des nouvelles puces. Apple va certainement arriver et tout plein d'autres qui vont permettre d'avoir des IA directement qui tournent pas en mode cloud sur les grosses infrastructures d'NVIDIA, mais directement sur vos appareils. D'accord. Et donc ça, c'est la partie consommation qu'on ne voit pas encore, mais qui est en gestation. Des petites IA spécialisées un petit peu. Voilà, alors, il y a le modèle et sa capacité à tourner et pas forcément loin à distance sur un cloud, mais sur vos appareils. Donc voilà, déjà, il y a ces deux zones où il faut regarder un peu les valeurs, les producteurs et les consommateurs. Et ensuite, si je reprends mon Clémenceau, en fait, ce n'est pas une affaire de tech, c'est une affaire d'usage. On disait quelle est la difficulté à voir les cash flows. Il va falloir voir si quand je fais une IA médicale, le corps médical arrive à s'en saisir. Quand je fais une IA pour les investisseurs, alors moi on en utilise beaucoup chez Amundi, est-ce que tous les collaborateurs chez Amundi arrivent à jouer avec ? Et vous voyez, c'est cette capacité de consommation de l'IA qui va du coup, parce qu'on paye à la conso, donc qui va générer les cash flows des producteurs. Et donc quand vous regardez une valeur de quelqu'un qui propose une solution d'IA, ce qu'il faut regarder, anticiper, intuiter, c'est sa capacité à cette IA à se déployer chez ses clients ou pas. Vous allez voir, il y a une sorte de litanie d'époque. Tout le monde fait plein de proof of concept avec de l'IA. Le mettre à l'échelle d'une entreprise, c'est une autre paire de manches. Et c'est ça qu'il faut venir sentir dans son marché qui est plus ou moins spécialisé. Avec OpenAI, c'est terrible et je conclurai là-dessus, parce que c'est quelque chose de généraliste qui parle toutes les langues sur toutes les... Et d'ailleurs, Sam Altman, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, devant le fondateur d'OpenAI, devant un panel d'investisseurs bien avant la sortie de GPT, expliquait qu'il ne connaissait pas son business model. Il attendrait d'avoir fait l'IA pour qu'elle lui dise quel serait son business model. Pas mal. On en est là. Question quand même, petite question, parce qu'il y a toujours des méfiants, des gens qui disent on nous a fait le même coup avec chaque nouveau concept, nouveau buzzword, on nous a dit que la blockchain allait révolutionner le monde, qu'on n'avait pas fini, que toutes les entreprises devaient faire des projets en blockchain, que ça allait tout révolutionner. On en entend beaucoup moins parler. On a complètement oublié, excusez-moi, le métavers, qui était quand même la grande avancée, le monde virtuel dont on allait tous s'équiper de lunettes virtuelles, voilà, tous les boutiques allaient avoir leur kiosque en 3D, tout le monde était dans le métavers. Je n'entends plus parler, peut-être que je suis moins bien informé que vous, et on se dit, est-ce que ça, ce ne serait pas finalement encore une
une énième mode qui va retomber comme un soufflet? Je pense pas. J'ai essayé d'en donner un mot tout à l'heure. C'est structurant. Simplifie l'interface homme-machine. Oui. On est capable de dialoguer avec des machines de manière beaucoup plus simple et de manipuler toute la connaissance de l'humanité juste en posant une simple question. Donc je pense que c'est une vraie révolution. Pour la blockchain, on fera une émission à part si tu veux. D'accord, allez. Lançons pas c'est le dit. débat. Et pour le métaverse, on reste des humains. Et d'ailleurs, je pense pas qu'un humain va être remplacé par une IA. On a des humains qui vont s'augmenter et s'assister d'IA. Et regarde aujourd'hui. Non, encore besoin Alors, de journalistes. à l'exception de notre camarade qui pouvait pas nous rejoindre, mais on préfère être ici avec toi en salle. Je vois Juliette qui opine du chef. Même avis pour Oui, vous, je suis Juliette. d'accord. Je pense que ça s'apparence, quand on pense à l'intelligence artificielle, on imagine plus quelque chose d'autant transformant que la révolution industrielle, la révolution Internet, plutôt que des thématiques un petit peu plus ciblées, des effets de mode. Là, on parle vraiment de quelque chose qui a l'opportunité de vraiment transformer notre économie, mais aussi notre société à horizon, ne serait-ce que 10 ans. Donc, je pense que cette thématique est partie pour durer. Oui, exactement. Parti pour durer. David, on avait les GAFA, on a eu les GAFAM, on a les Magnificent Seven. Alors, c'est donne les 7 mercenaires en français, c'est un petit peu moins romantique, surtout qu'il y en a quand même un paquet qui meurt pendant le film. La question est, est-ce que finalement, cette IA, ce n'est pas un énième pari sur toujours la même chose, la TQS? Effectivement, en tout cas pour l'instant, c'est vraiment un pari sur la TQS. Je dirais 3 des 7 magnifiques, Microsoft, Nvidia et Amazon particulièrement, Amazon sur leur business de public cloud, d'infrastructure digitale qu'ils revendent aux entreprises. Il y a aussi Meta, bien sûr, mais Meta, pour l'instant, n'est pas un revendeur d'IA. Il utilise l'IA pour sa propre business. Donc, on verra. Mais vraiment, 3 des 7 magnifiques, c'est vraiment les chefs de file quand ça vient pour l'IA. Et quand on pense au futur, ça revient aussi à la tech US. La prochaine vague pour nous d'investissement dans l'intelligence artificielle, après les pioches et pelles, après la deep tech, ce sera vraiment dans les logiciels d'application, donc les logiciels applicatifs qui remplacent ou qui augmentent un workflow, le travail des collaborateurs de tous les jours. Et donc, ça serait plus dans le logiciel d'application. Et là, on parle de, par exemple, ServiceNow, plutôt Juliette parlait de Salesforce. Donc, ça, on pense que c'est plus une histoire de fin d'année, cette année 2025. Mais vraiment, c'est eux, la prochaine vague, qui seront capables de monétiser cette tendance d'IA que tout le monde va investir dedans. Bon, on a déjà la prochaine vague, ça c'est une bonne chose. Moi, en tant qu'Européen, je suis un peu déprimé. Juliette, dites-moi qu'on n'est pas condamné une nouvelle fois à être à la traîne. On va retrouver cette phrase, les États-Unis innovent, la Chine copie, l'Europe réglemente. Pour le moment, on est pas mal dedans. Est-ce qu'on va extrêmement déprimant. Est-ce qu'on va allez-y, rassurez-nous, peut-être un petit peu d'optimisme pour dire qu'il y a là aussi, au sein de l'écosystème des entreprises européennes, des belles opportunités. Oui, regardez du côté déjà de nos startups, Mistral, la pépite française de l'intelligence artificielle. Ils viennent d'annoncer la semaine dernière une levée de 600 millions d'euros qui vient les valoriser à 6 milliards d'euros, un an seulement après leur lancement, qui d'ailleurs avait été soutenu par Microsoft et Nvidia. Donc on parle d'une startup française qui vient directement rivaliser avec le business model d'OpenAI. Et donc justement en proposant ces modèles sur des plateformes d'open source de type Hugging Face et qui donc permettent à tout un chacun de faire tourner des modèles sur son ordinateur et encore une fois de manière plus ou moins gratuite. Donc c'est vraiment, je dirais, l'exemple en plus français qui peut nous rassurer. Ensuite, bien plus haut dans la chaîne, toujours en Europe, on a le fleuron de la tech européenne ASML. Un groupe néerlandais qui produit lui aussi des puces. Alors des puces et pas seulement, c'est les équipements qui sont nécessaires à fabriquer les puces justement à Taïwan et en Corée du Sud. Donc on parle, ASML est la seule entreprise du monde aujourd'hui à maîtriser cette technologie et vous pourrez me corriger sur ces termes un peu techniques, mais pour comprendre la technologie dont on parle, il s'agit de l'ultraviolet extrême qui permet d'imprimer sur des semi-conducteurs de 5 à 10 nanomètres. Donc c'est la taille d'une bactérie, donc de se dire qu'on puisse travailler sur un objet physique aussi minuscule, c'est vous donner une idée du type de technologie qu'on maîtrise en Europe aujourd'hui. Donc cette machine
elle pèse 165 tonnes, c'est 2 Airbus A320. Donc voilà, ça se commercialise pour 380 millions d'euros, je crois que c'était le dernier prix. Évidemment, voilà. Et vous imaginez que ce genre de technologie ne se commercialise pas à n'importe qui. Et donc, une nouvelle incroyable, il y a quelques mois, on a vu que ces machines avaient été équipées de mécanismes de désactivation à distance, justement pour éviter que ces machines se retrouvent entre de mauvaises mains. Et donc, on comprend aussi toute l'ampleur stratégique de ce segment, l'ampleur géostratégique de ces technologies-là qui doivent rester dans le périmètre de nos partenaires commerciaux. Donc l'Europe est loin d'être à la traîne. Même optimiste pour vous, Mathieu ? Alors totalement, surtout sur le dernier argument, en fait, on a les bonnes écoles, on a les bonnes formations, on a les bons ingénieurs. Certes, on a toujours le sujet d'apport des capitaux pour se lancer en Europe, mais bon, ça c'est... Je garde ma casquette de technicien, je m'en mets pas sur ce débat-là. Donc non, on a tout pour réussir de très loin. Il faut juste être capable de garder nos talents. Ça, c'est un vrai sujet. Mais je suis très rassuré parce qu'effectivement, l'IA est un sujet régalien de souveraineté qui va toucher... Alors, ok, on comprend nos usages du quotidien et nous, mais ça touche aussi le militaire, la santé, beaucoup de choses. On ne l'a pas encore dit, mais l'IA, c'est surtout un enjeu de data, donc toutes de volumes de données colossaux. Donc du coup, toutes les technologies de capture de la donnée, de stockage de l'information, de résilience de l'information. Et ça, on va garder nos données en Europe. Ça ne changera pas. Pas parce qu'on nous l'impose de manière réglementaire, parce que c'est crucial pour nous. Donc, je suis très confiant, même si on va moins vite, qu'on fait moins les cow-boys, c'est caricatural. Mais je suis très confiant sur le fait qu'on ait des pépites, et plus que des pépites, des vraies mises à l'échelle industrielle en Europe. Bon, il y a de la confiance. Même confiance pour vous, Jérôme ? Oui, mais moi je voudrais élargir un peu le débat, parce que je partage beaucoup des arguments qui ont été évoqués ici, notamment sur l'extension des semi-conducteurs au logiciel, sur l'extension à l'Europe, etc. Mais je crois qu'il faut regarder plus largement que ça, en fait. C'est aussi dans le secteur non technologique qu'en fait que des entreprises peuvent tirer parti de l'intelligence artificielle. Enfin, selon notre analyse, l'IA et surtout l'IA générative, l'IA qui génère des contenus, c'est surtout un formidable outil qui permet d'augmenter la productivité. Et ça, énormément d'entreprises dans énormément de secteurs peuvent s'en saisir. Et elles peuvent s'en saisir en enrichissant leurs produits et leurs services, elles peuvent s'en saisir pour améliorer leur processus interne de fabrication, de fonctionnement, etc. Donc ça recouvre évidemment un spectre infiniment plus large que les simples secteurs ou sous-secteurs qu'on a évoqués ici ou que les simples régions. C'est sur, je dirais, un univers infiniment plus large, géographiquement et d'activité. Et c'est d'ailleurs pour ça que, petite parenthèse, notre fonds Odo BHF Intelligence Artificielle, lui, a la flexibilité pour pouvoir investir au-delà de la technologie. Ce n'est pas seulement un fonds technologique. Donc nous, on a la capacité à investir dans des secteurs qui peuvent être la finance, qui peuvent être la santé, qui peuvent être l'industrie et d'autres encore, justement pour aller investir dans des entreprises qui vont pouvoir améliorer leur productivité grâce à l'intégration de l'IA et donc, partant de là, évidemment, créer des décalages par rapport à leurs concurrents, améliorer leur rentabilité, etc., etc. David, quand on écoute Jérôme, on a bien le sentiment, et vous l'avez déjà un petit peu expliqué, qu'il y a plusieurs vagues de l'IA. Est-ce que vous pouvez essayer de les reséquencer, les réexpliquer pour nous ? Bien sûr. En expliquant effectivement, à votre avis, finalement, secteur 1, ou en tout cas temps 1, c'est Nvidia, temps 2, temps 3, temps 4, qui on va retrouver après où cette diffusion de l'IA dans les différents secteurs de l'économie va amener son lot de gains en productivité, d'efficacité, de meilleure rentabilité, et donc, a priori, tout ça, ça doit à un moment se traduire dans les cours de bourse. Ça devrait, oui, effectivement. Donc, comme je disais, la première phase pour nous, c'est vraiment la deep tech, les équipementiers, les NVIDIA, vraiment tout ce qui est au niveau de la puce et de la connectivité des puces et des serveurs. Après ça, ce sera les logiciels, comme je disais un petit peu plus tôt, sur la monétisation des applications qui améliorent cette productivité-là. Et vraiment, si la phase numéro 2 fonctionne comme on l'espère, comme on en rêve, et encore, c'est encore tôt, certains d'entre nous vont avoir déjà essayé Copilot de Microsoft, c'est pas tout à fait là en termes de capacité. Dans la prochaine année, ça va. C'est pas encore, c'est un peu perfectible, on peut le dire, voilà. Non, exactement, mais si on regarde l'avancement sur le vrai ChatGPT 4.0 et 4.0 aujourd'hui, on peut voir vraiment c'est sur une lancée d'amélioration sur les 12 derniers 18 mois. On croit que ça va continuer aussi pour Microsoft, ça va juste leur prendre un peu plus de temps. C'est un petit peu plus compliqué toute la suite de Microsoft Office. Donc ça, si ça fonctionne, bon, la phase 3, on revient un petit peu à la phase 1,
Puis, on ajoute tout ce qui est un petit peu plus économie réelle, tout ce qui va autour du data center, parce que là, on devra complètement moderniser l'infrastructure digitale du monde. Donc, refaire les data centers, les rééquiper avec des puces d'NVIDIA et d'autres, hein, peut-être des AMD, peut-être des puces de AWS aussi. Et donc, après ça, il y a une question d'énergie, il y a une question de construction de data center, donc une économie un petit peu plus réelle. Et bon, finalement, si 3 est terminé, 3, on était capable de tout construire cette infrastructure-là, mais là, on parle de l'économie plus réelle, donc les boîtes où ils verront ces gains de productivité-là, et donc des meilleures marges, et on espère des meilleurs bénéfices, éventuellement des meilleurs cours de bourse. Mais ça va prendre quelques années avant qu'on se rende là, d'après nous. Ça va prendre quelques années. Et puis, il faut qu'on parle aussi, parce que là, on est plutôt positif, c'est bien. On voit les secteurs qui vont en bénéficier, mais il y a quand même d'autres choses qui se passent en bourse. Un exemple que je vous cite tous, que vous avez sans doute parfaitement en tête, Téléperformance, qui, sur une séance de bourse, va lourdement chuter parce que le spécialiste des centres d'appel, groupe français, qui est au CAC 40, on apprend qu'une start-up suédoise, si je ne m'abuse, Klarna, a fait un test avec une intelligence artificielle qui a réussi à remplacer grand nombre de conseillers, et on se dit, eh bien, de même que certaines sociétés vont bénéficier de cette IA pour gagner en productivité, gagner en rentabilité, est-ce qu'on n'a pas des sociétés qui ont intérêt, je ne vais pas dire qui vont être menacées, mais qui vont avoir intérêt à très vite adapter leur business model pour ne pas se prendre la vague de plein fouet, Mathieu? Eh ben, j'allais rebondir là-dessus, c'est ce que ça m'évoquait, j'ai l'impression qu'il y a quand même toute chose étant égale à pas, je vais exagérer le trait pour qu'on comprenne bien. Il y a un peu un jeu à somme nulle. Je pense qu'effectivement, personne va. Alors, il n'y a pas de collaborateur qui va se faire remplacer par une IA. Ok. Par contre, il y a peut-être des entreprises qui vont se faire remplacer par des entreprises qui savent utiliser l'IA. Ça, c'est potentiellement déjà le cas et déjà en cours. Néanmoins, pourquoi c'est un jeu à somme nulle? C'est parce que les premiers early adopters qui vont avancer sur l'IA vont certainement gagner des parts de marché, et tous les autres, voilà, vont pas se laisser faire et vont investir dans l'IA pour se remettre à niveau. Et donc, on va certainement augmenter la qualité des services et des produits. J'ai pas de doute grâce à l'IA. Mais du coup, dans le bilan des entreprises, on va surtout avoir des coûts en plus. Voilà, donc ça reste plus, à mon avis, pour le commun des mortels qui n'est pas vendeur de pioche et de pelle, d'avoir des impacts sur les bidas négatifs que positifs. Mais par contre, pour le consommateur, d'avoir certainement des accélérations, un produit plus customisé, voilà, un service client qui est plus rapide à répondre, ou ce genre de choses. C'est là où je vois des impacts. Donc, il y a un gros warning. Alors, il y aura sûrement des gros phénomènes comme Klarna, là où on voit voilà, ces grands remplacements. Mais sur l'ensemble du marché, je pense qu'on va avoir des coûts arrivés supplémentaires qu'on n'anticipe pas. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Attention à bien surveiller les entreprises qui font que des POC. Ça ne coûte pas cher un POC. De sa mise à l'échelle, qui n'est pas du tout structurellement de la même chose. POC, Mathieu, pour les gens qui sont pas... Un proof of concept. On fait un test, on a 3 geeks dans une salle un peu furieux qui arrivent à montrer qu'il y a de la valeur et qu'on peut faire quelque chose. Et puis après, quand ça est entre les mains de tous les collaborateurs, et quand on doit, j'entends parler beaucoup d'OpenAI, mais quand on doit aussi gérer la confidentialité de ces informations d'entreprise, on ne peut pas aller voir OpenAI. Ce qu'on donne à GPT-4, c'est utilisé pour entraîner GPT-5. Donc évidemment, quand on doit gérer toutes ces complexités-là, de confidentialité, de mise à l'échelle, voilà, c'est des coûts non négligeables à prendre en compte. Transition toute trouvée. Il y a ce qu'on appelle le FOMO. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, vous qui nous regardez, c'est le Fear of Missing Out. Et comme vous avez peur de louper, alors en bourse, c'est souvent la hausse d'une action, mais ça peut être aussi une tendance comme celle de l'IA, vous faites des POC, comme le dit Mathieu, où vous dépensez de l'argent, vous investissez pour faire aussi des use cases, autre mot barbare, pour dire que vous testez différents scénarios, sans trop savoir où vous allez. Et Juliette, est-ce que finalement, oui, c'est un peu dans la continuité de ce qu'disait Mathieu, ça risque pas, ça, d'avoir des dépenses d'investissement, allez, on va le dire très clairement, de l'argent un petit peu jeté par les fenêtres, sans qu'on arrive véritablement à prouver l'intérêt de l'IA, et qu'au final, on soit déçu. Si, et je pense qu'on va très rapidement en voir les conséquences, justement. Et d'où l'importance, d'un point de vue business, d'avoir une stratégie délibérée et extrêmement claire sur tous les enjeux dont on vient de parler, en particulier pour la catégorie des adopteurs dont vous avez parlé, donc toutes les entreprises qui vont utiliser l'IA dans une logique de productivité, d'amélioration des processus internes, il va y avoir des arbitrages. Donc, comme vous l'avez dit, le choix des partenaires va être absolument crucial, le choix des partenaires pour les modèles, mais aussi pour son fournisseur de cloud, tous les enjeux de protection de données, de cybersécurité dont on n'a pas tellement parlé non plus. Et donc, alors vous allez avoir certains acteurs qui vont peut-être faire le choix de se tourner vers des modèles qui
sont peut-être peu coûteux, disponibles en open source justement pour les développer en interne, les réentraîner, les fine-tuner, ce qu'on appelle surtout en finance. Nous, c'est ce qu'on cherche à faire. Cependant, ça signifie de recruter de la main-d'œuvre qui soit capable de faire. Donc, si vous voulez, les économies que vous faites sur peut-être vos partenariats, il va falloir les déployer sur le talent, l'expertise qui est nécessaire pour construire ça en propriétaire. À l'inverse, vous avez la possibilité de travailler avec les hyperscalers qui vous fournissent tout un tas de services connexes, mais peut-être au risque de créer une dépendance vis-à-vis de ces gérants et donc avec les conséquences que cela implique sur le moyen et le long terme. Donc c'est vraiment des arbitrages qui sont aujourd'hui en train d'être réalisés, notamment dans la finance et dans l'investissement, dans notre secteur de métier, et voilà, qu'il faudra surveiller dans les prochaines années. David, le mot est lâché, cybersécurité. Bah oui, depuis le début, on nage dans un optimisme béat avec ces entreprises qui vont utiliser un grand nombre de données, qui vont pouvoir entraîner leurs GPT divers et variés, qui vont faire des gains de productivité. Mais attendez, dans plein de secteurs, il y a des enjeux de confidentialité, de sécurité de la donnée, de souveraineté de la donnée. Comment on concilie ces deux aspects qui semblent comme ça assez antinomiques quand même, hein? Ouais, c'est un très gros sujet et c'est pour ça plutôt j'ai dit que ça allait prendre quelques années avant qu'on se rende à la phase 4 où vraiment tout le monde adopte, tout le monde déploie, tout le monde dépense. Il ne faut pas oublier aussi qu'aujourd'hui, le chiffre d'affaires d'NVIDIA est grandement porté par les hyperscalers, les grandes compagnies de cloud aux États-Unis et aussi les compagnies d'Internet. On a aussi vu Tesla, xAI dans le dernier trimestre. Donc, pour l'instant, les entreprises sont quand même assez conscientes. Ils prennent leur temps, ils s'assurent d'être prêts avant de dépenser sur l'IA. Donc, je crois qu'au point d'un de nos collègues aujourd'hui, ça va prendre du temps. On doit vraiment se préparer d'un côté cybersécurité, mais ça amène aussi une belle opportunité dans le secteur de la cybersécurité. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a des... Oui, exactement. Il y a des compagnies, il y a des sociétés, il y a des technologies qui peuvent aider les compagnies, les sociétés, les entreprises à se préparer et à sécuriser leur périmètre de sécurité et aussi à l'intérieur, maintenant qu'on est rendu dans une architecture qui est cloud, mais aussi entre les quatre murs, donc dans tes serveurs propres dans ton entreprise. Donc, des entreprises comme CrowdStrike, des entreprises comme Palo Alto Networks, il y a une petite compagnie israélienne qui est listée aux États-Unis qui s'appelle Varonis. Un de leurs plus gros use cases, désolé de l'anglicisme, c'est vraiment de sécuriser la data pour Office 365, donc adoption de Copilot 365 de Microsoft. Donc, on attend toujours de le voir dans leur prise de commande, mais je crois que ce sera un incontournable pour toutes ces entreprises-là. Cybersécurité, c'est un secteur que vous regardez aussi, Jérôme, qui vous intéresse? Oui, c'est un secteur qu'on regarde, ainsi que d'autres, bien entendu. Mais je voudrais juste revenir sur la question sur ce fear of missing out, oui. ces problèmes de budget. Enfin, je crois qu'il faut être bien clair. Il y a clairement, à notre avis, selon notre analyse, pas un risque majeur de dépenses inconsidérées. Toutes ces dépenses dont on a parlé, tous ces investissements dont on a parlé, en fait, sont des entreprises qui investissent dans l'IA, qui le font pour des raisons, de véritables raisons, parce qu'elles veulent justement intégrer l'IA, parce qu'elles veulent justement intégrer l'IA dans leur processus ou dans leurs produits. C'est pas de la spéculation. Et je suis d'accord aussi avec ce que Juliette disait tout à l'heure, c'est qu'il y a aussi la possibilité pour les entreprises d'arbitrer leur budget informatique dans une certaine mesure. Donc je pense que considérer que c'est de l'argent jeté en l'air et peut-être quelque chose d'un peu exagéré. Ce n'est pas ce fear of missing out n'est pas un risque majeur sur des capex inconsidérés. Bon. Mathieu, j'enfonce le clou. Allez. Oui, il faut passer d'un POC, Proof of Concept, et tu peux me faire un POV, un Proof of Valeur. Merci. On aura vu tous les anglicismes ce soir dans cette table ronde. Désolé. Donc je suis totalement d'accord avec toi, et néanmoins, je vais même ajouter, les puits de valeur ne sont pas encore trouvés aujourd'hui. On est dans le phénomène du moine copiste. Alors tu as parlé de gouvernance, etc. Oui, il faut déjà pas laisser ça aux technologistes, mais collégialement définir où on va trouver des business cases et des choses intéressantes pour l'entreprise. Et quand on interroge les utilisateurs, ils pensent à résoudre avec l'IA tel qu'ils le voient. Quand je pose une question, ça me donne une réponse. Les tâches les plus pénibles. Ils ne pensent pas du tout à repenser leur business process. C'est-à-dire que le meilleur est à venir quand je vous écoute, Mathieu. Pardon ? Le meilleur est à venir. Je pense qu'on n'a pas encore trouvé tous les plus de valeur, clairement, et que ça, c'est une affaire culturelle d'entreprise, c'est une affaire d'organisation, c'est pas une affaire de technique, c'est pas une affaire d'IT. Donc je rejoins notre ami aussi en ligne en disant oui, on voit les hyperscalers
tout à l'heure, on voit les fournisseurs de pierre et pierre. Voilà, il y a toute cette partie-là qui est abordée. C'est-à-dire qu'il faut repenser son business. Quand je vous dis. Il va y avoir, à mon avis, des belles surprises à venir dans les années. C'est pour ça que la question est, est-ce que c'est une bulle? Je ne pense pas. Est-ce que c'est une vraie révolution? Oui. Est-ce qu'il y a une hype avec des budgets marketing colossaux? C'est une évidence. Oui. Donc, il y aura sûrement une phase de désillusion et on va stabiliser des vrais usages. Mais je pense qu'on est loin d'avoir découvert toute la richesse que peut apporter, pour le bien ou pour le pire, comme tout projet technologique, l'intelligence artificielle. Bon, j'aime bien le puits de valeur. On se voit en train de forer le sol, en train de voir un petit peu le pétrole de l'IA qui sort comme ça. Tiens, on s'est intéressé au rôle de l'IA, au rôle créateur de valeur dans pas mal de secteurs. On n'a pas parlé du vôtre encore. Finalement, l'IA dans la finance. Bah oui, il n'y a pas de raison qu'on ne l'évoque pas ce soir. Est-ce qu'aujourd'hui, l'IA est déjà mise à contribution pour vous aider à faire votre boulot de gérant, Jérôme? Vous avez un Jérôme GPT à côté de vous? Non, pas cela, mais je peux évoquer ce qu'on fait dans la gestion de notre fonds Odo BHF Artificial Intelligence, pardon. En fait, dès son lancement il y a 5 ans, en fait, on voulait intégrer la donnée au cœur du processus de gestion, au cœur du processus d'investissement. Et en fait, dans ce but, les gérants en fait, ont à leur disposition, dès le démarrage du fonds, d'ailleurs ils ont eu ça il y a 5 ans, un outil d'intelligence artificielle qu'on a co-développé et qui en fait contribue à donner tous les mois aux gérants une liste d'idées, de suggestions, d'entreprises cotées en bourse qui en fait sont actives dans l'intelligence artificielle. Donc concrètement, c'est un outil qui en fait s'appuie sur le traitement naturel du langage, le NLP, pour en fait aller étudier des millions de documents publiés par des sociétés cotées dans le monde. Ça peut être des articles de presse, des interviews, des rapports annuels, des communiqués, des brochures, etc. Pour en fait repérer des occurrences de mots-clés que nos gérants ont définies. Et plus l'entreprise en fait est repérée par ces occurrences et par l'importance qui ressort de sa communication, en fait, ça permet en fait de donner aux gérants une liste d'idées effectivement d'entreprises qui ont l'air d'être vraiment actives dans le domaine de l'intelligence artificielle. À charge ensuite pour le gérant de faire ensuite le véritable travail d'analyse fondamentale, bien sûr, d'aller décortiquer, voir si le modèle ne s'est pas trompé, si ce n'est pas seulement du buzz venant d'une entreprise. À charge aussi, bien sûr, pour le gérant d'aller vérifier les critères de valorisation boursière, les critères de liquidité, l'analyse fondamentale de valorisation, la qualité ESG des entreprises, etc. Mais vous voyez que potentiellement, c'est un outil qui peut permettre de donner aux gérants humains, qui sont in fine les seuls décisionnaires, les seuls à prendre des décisions d'achat ou de vente, ce n'est pas un outil qui gère le fonds à leur place, mais ça donne au moins aux gérants, ça les alerte sur des histoires, sur des dossiers cotés en bourse, qui ont l'air d'être impliqués, qui ont l'air d'être vraiment actifs dans l'intelligence artificielle, y compris des sociétés petites, jeunes, mal couvertes par les analystes, localisées dans des pays peut-être assez lointains. Donc avant que le reste du marché ne s'y intéresse, ça peut faire remonter aux gérants des idées, d'histoires intéressantes, en tout cas de dossiers à creuser avant éventuellement de décider d'investir ou pas. Donc on peut vraiment parler dans notre cas de l'IA au service de l'investissement en IA. Ce n'est pas à la place des gérants, c'est au service des gérants. L'IA pour creuser des dossiers, c'est pareil chez BlackRock? Oui, bien sûr, et vous avez soulevé plein de points intéressants, même le NLP. On explique le NLP rapidement. Voilà, alors, ah oui, je laisse pas des jargons passer, je suis désolé, il va falloir tout expliquer ça, en même temps, vous avez BlackRock, Amundi, et voilà, il y a de l'anglicisme. Oui, alors, ChatGPT, si vous voulez, c'est la dernière, c'est la dernière partie de la révolution, mais en réalité, ce sont des techniques que des gérants, que la gestion d'actifs développe depuis déjà des décennies. Le traitement de langage naturel, au début, c'était des choses extrêmement simplistes. Nous, on a commencé dans mon équipe donc de quantitatif chez BlackRock dès les années 2005 à compter les mots positifs et les mots négatifs dans un call investisseur, dans une retranscription de présentation investisseur. Donc des choses au début extrêmement simples, simplement qui viennent automatiser
démocratiser et optimiser le travail traditionnel de l'analyste et qui en fait est capable de le faire grâce à l'automatisation sur des centaines de documents, des milliers d'entreprises chaque jour et surtout de continuer à consommer de l'information en temps réel. Mais c'est avec l'amélioration des modèles qui passent du NLP à l'apprentissage automatique, les réseaux de neurones artificiels et aujourd'hui les grands modèles de langage. En réalité, c'est la finesse de cette capacité d'analyse qui est décuplée et avec la puissance de calcul sous-jacente, encore une fois, c'est la possibilité de faire tourner un backtest, par exemple, à l'époque, vous partiez du bureau à 18h, vous cliquez sur OK, vous allez vous coucher et le lendemain matin, vous avez le résultat. Si ça n'a pas planté dans la nuit. Si ça n'avait pas planté dans la nuit. Aujourd'hui, vous avez la capacité de configurer, grâce à la puissance de calcul qui est décuplée par toute cette infrastructure de l'IA, de le faire sur des centaines d'entreprises, des milliers de documents en temps réel. Oui. Donc, encore une fois, ça traduit une évolution bien plus long terme et c'est là où je vous reprends aussi sur l'aspect culturel. C'est que d'intégrer ces techniques, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et à titre personnel, c'est aussi pour ça que j'ai rejoint la partie quantitative de BlackRock il y a seulement 2 ans. Alors, ça fait 8 ans que je travaille chez BlackRock. Et d'être au sein d'une branche de la gestion d'actifs pour qui ces techniques modernes et l'utilisation de données alternatives est au cœur de la philosophie. En fait, je trouve que c'est passionnant et c'est, à mon avis, pas un hasard, une coïncidence si aujourd'hui le quant est un petit peu en train de revenir sur le devant de la scène. Et avec cette IA. Bon, il a été rassurant depuis le début de cette webconférence, Mathieu, en disant que personne n'allait perdre son boulot, a priori. Enfin, moi, en tant que journaliste, j'ai un peu peur. Mais vous, là, les gérants autour de la table, est-ce que, OK, là, on en est au balbutiement, on explique, on creuse les dossiers, tout ça. Bon, on a dit que c'était que la première vague. Est-ce que, quand même, à un moment, cet effet de l'IA, tellement compétente, tellement utile, va quand même pas faire que dans certaines professions, on sort un petit peu de notre sujet strictement financier, mais on va réduire drastiquement certains postes, y compris dans la finance. On voit de la transformation. Évidemment, quand on a chez Amundi, alors c'est vrai qu'on a eu peut-être un coup de bol ou un bon pif, mais on a démarré à travailler sur les Transformers avant l'arrivée de ChatGPT. D'accord. Donc on a vu on est arrivé vite, donc dès début 2023, on avait créé notre infrastructure et on avait une plateforme pour porter ce qui est IA et IA générative. C'est vrai qu'il y a un peu un abus, un petit peu de langage, mais bon, on comprend. Donc on a déployé des solutions technologiques à l'échelle dès le début, sécurisées avec notre cybersécurité. On était prêt à peu près l'été dernier. Et maintenant, on trouve les business cases dans lesquels ça apporte de la valeur. Et on voit clairement tous les métiers verbeux, legal, compliance, marketing, on les aide énormément, mais ce sont des insistants. Ça leur permet de traiter plus de volume, d'aller plus fin, de customiser davantage les pitchs. Enfin, c'est un puissant fond, encore une fois, tout ce qu'on peut faire avec, mais on ne remplace personne. Et les endroits où il y a plus d'automatisme, donc j'en ai sur des services clients et autres, là, en fait, finalement, on embauche des gens. On embauche des gens parce qu'on veut déjà c'est toujours un humain qui clique sur le bouton à la fin, puis on veut vérifier quand c'est plus massif quand même ce qu'a fait l'IA dans le temps, si elle ne dérape pas. Et donc ça, c'est d'autres types de métiers. Alors, on appelle ça les cheveux rouges. Halluciner encore. Alors, c'est un terme clé, l'hallucination. Il y en a un autre qu'on n'a pas encore donné, qui est l'explicabilité. On pourra revenir un peu dessus après. Mais effectivement, on voit arriver, alors nous, on appelle ça des cheveux rouges, des cheveux bleus, il y a plein de tout. Mais c'est les data champions. Vous avez des data analysts, des data engineers, des data scientists. Enfin, vous avez tout plein de data guys qui débarquent et qui viennent compléter nos équipes. Donc, vous avez une transformation des équipes. C'est un impact culturel, c'est une manière de faire, ça évolue. Alors, gestion compte, on faisait beaucoup d'analyses en amont. Je suis désolé, mais gestion compte, bah oui. Les gestions, on va dire, très algorithmiques et mathématiques. D'accord. Très triviales et très simples. Ouais. Donc effectivement, on a beaucoup de gens assez compétents en statistiques, en approche, qui savent coder par eux-mêmes. Chez nous, on appelle ça des citizen développeurs même. Donc c'est pas les développeurs informatiques, c'est le métier qui se met à développer. Donc effectivement, il y a toujours eu cette logique de dire l'information collective, ce que les gens connaissent, fait l'offre et la demande et fait le prix. Donc plus on est capable d'aller comprendre l'information, les petites gazettes, ce qui se passe à Taïwan, etc., plus on est en amont de la formation des prix, donc plus on est en capacité de mieux comprendre ce qui se passe sur le marché et de faire les bons arbitrages. Vous voyez, il y avait cette logique qui vient du monde. Avec ChatGPT, il ne s'agit pas que de ça, en fait. Quand vous avez une taille d'entreprise assez grande, vous avez beaucoup de fonctions corporate qui ont une taille critique, qui permettent du coup d'apporter une accélération et de la customisation de processus. Donc c'est vraiment le grand enjeu. Gouvernance, mais si je me résume, c'est gouvernance transpartisane avec vos HR, enfin vos ressources humaines, pardon, avec vos équipes de transformation, avec vos IT, vous n'allez pas les mettre à côté, mais vous voyez, c'est collégial de trouver les bons business cases qui apportent de la valeur à l'entreprise. Aujourd'hui, on n'en laisse pas passer qu'on n'a pas un ROI évident tout de suite.
tout simplement. Comme ça qu'on les sélectionne. Et 3, gestion de la confidentialité, de la cybersécurité by design dès le début. C'est un enjeu clé. Sinon, vous ne pouvez pas passer à l'échelle. Et sinon, vos collaborateurs ne font pas confiance. Et du coup, problème culturel, pas d'adoption. Et ça reste d'époque. Bon, je vais poser une question à David. C'est bien parce que ça va vous laisser le temps autour de la table de réfléchir à 3 messages clés. Vous allez mettre votre costume d'investisseur particulier. Et parce qu'on a dit beaucoup de choses, c'était très riche cette webconférence. Et si, voilà, les gens qui nous regardent doivent repartir avec 2-3 infos pratiques à avoir en tête. Mais avant, une question à David, parce que Sycomore Asset Management, pionnier de l'investissement durable chez Sycomore, on regarde effectivement comment les entreprises se comportent sur les différents critères environnementaux, sociaux, sociétaux, de gouvernance. Et puis là, David, de quoi on parle en fait? On parle de puissance de calcul démesurée, de microprocesseurs où on a besoin de terres rares, on demande le resto favori du coin et ça consomme l'électricité de 200 maisons. Est-ce bien raisonnable tout ça? Ouais, regardez, c'est une très bonne question, hein. Déjà, en Irlande, on est presque à 20% de la consommation d'électricité par les data centers cette année. Et ça sera 20%, David, vous me dites? Presque 20% selon l'AIE, qui est, je pense, l'Association internationale de l'énergie. Je vais double-checker ça. Mais ouais, exactement, 20% en Irlande. Donc, à quelque part, il y a des vrais sujets parce que maintenant, les data centers, l'IA compétitionnent pour l'usage de l'électricité contre des maisons, des particuliers comme nous à tous les jours. Donc oui, l'IA va avoir un impact fort sur l'environnement. Particulièrement, il y aura probablement un doublement des émissions de carbone liées au digital d'ici 2026, donc très, très bientôt. Donc, c'est sûr que nous, on doit prendre ça en compte dans nos investissements, mais il n'y a pas seulement le côté environnement, il y a aussi tout le côté de la chaîne de travail, dans les assemblements de puces, l'assemblement de la technologie. Mm-hmm. Donc, on fait beaucoup d'engagements avec des compagnies comme NVIDIA sur l'intelligence artificielle éthique en groupe avec d'autres asset managers français, mais aussi avec des plus petites valeurs dans lesquelles on est investi. Et finalement, je dirais côté environnement, on essaie de, oui, on est investi dans NVIDIA assez fortement, dans Microsoft, dans les leaders de l'IA d'aujourd'hui, mais aussi on essaie d'investir dans les sociétés et les technologies qui aident avec le refroidissement, l'energy efficiency, donc consommer moins d'énergie, moins d'électricité à l'intérieur des data centers. Donc, un bon fonds de portfolio pour nous, c'est l'IA, mais aussi l'IA avec toutes les components qui vont dans les data centers, les centres de données, pour refroidir plus efficacement et améliorer l'efficacité électrique de ces data centers-là. Donc, c'est une médaille à deux côtés, comme toujours. Ouais. Il y a une société qui vous vient, parce que c'est un exemple super intéressant, là, d'une entreprise type qui participe voilà, à la meilleure efficacité énergétique des calculateurs? Oui, bien sûr. On a Vertiv aux États-Unis, qui est environ 35% de son chiffre d'affaires est lié au refroidissement des puces. Et plus précisément, et ça c'est une plus petite valeur à Taïwan qui fait partie de nos convictions, c'est Asia Vital Components, AVC. Et eux, ce qu'ils font, c'est des cold plates. Donc, c'est pour le cooling directement sur la puce de GPU. Et donc, ils ont, d'après nous, environ 50% de part de marché sur les GB200, qui est la nouvelle machine de NVIDIA qui commencera à se faire livrer en quatrième trimestre de cette année. Donc, AVC, Asia Vital Components, et Vertiv aux États-Unis. Bon ben voilà, en tout cas, deux exemples intéressants qui montrent bien que quelquefois même, voilà, dans les niches, dans les ultra-niches de l'intelligence artificielle, de l'IA, on trouve de belles opportunités d'investissement. Est-ce que ça a carburé pendant ce répit que vous a offert David pour terminer, pour conclure un peu cette table ronde? On a dit beaucoup de choses. Vous parlez d'un investisseur particulier qui vient voir et dit « Jérôme, c'est incroyable, il faut que j'achète du NVIDIA, c'est super, ça n'arrête pas de monter. » Avec quoi il doit repartir en tête? Je crois que dans effectivement, cet échange qui a été très très riche aujourd'hui, hein, moi j'insisterai sur le fait que, et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, mais il faut vraiment essayer de convaincre tous nos auditeurs que selon nous, selon notre analyse, l'intelligence artificielle, c'est pas juste un buzzword. Exactement, ce n'est pas une mode. C'est quelque chose qui est beaucoup plus important que d'autres évolutions technologiques qui ont eu lieu dans le passé. Nous, on aurait tendance à le comparer, non pas à l'arrivée d'Internet, mais à l'arrivée de l'électricité. Donc c'est un changement infiniment plus profond que ce qu'on peut imaginer. Et on n'en est qu'au début. On a parlé des investissements qui ont lieu en ce moment dans les infrastructures
sans lesquels l'intelligence artificielle ne peut pas se développer, que ce soit dans les serveurs, dans les différentes composantes qui permettent ensuite au modèle de s'exprimer. Donc on voit bien que ces investissements sont effectivement très importants, portés par des sociétés qui pour l'instant sont assez riches, assez rentables, donc il n'y a pas de raison qu'elles s'arrêtent du jour au lendemain. Deuxièmement, le message que nous on fait passer, c'est qu'en fait, l'intelligence artificielle et surtout l'intelligence artificielle génératrice de contenu, c'est, comme je le disais, un formidable outil d'amélioration de la productivité des entreprises. Donc bien sûr, en tant que particulier, il y en aura dans nos smartphones, mais au niveau des entreprises, ça va être quelque chose, à notre avis, de très important, parce qu'en fait, ça va être pour beaucoup d'entreprises un besoin d'investir dans ce genre de technologie pour ne pas se laisser distancer par les concurrents. Et ça va créer évidemment un appétit pour cette technologie qui, à notre avis, n'en est qu'à son démarrage, même si pour l'instant, on voit d'abord dans les journaux beaucoup de coups de projecteurs qui sont faits sur les sociétés qui fournissent l'infrastructure de base, en fait. Mais ça va s'étendre dans un grand nombre de secteurs, dans un grand nombre de pays. On n'en est qu'au début, et je pense qu'il y aura encore non seulement d'intérêt pour les gérants actifs dans ce genre de thématiques, mais aussi il y aura encore des besoins de gérants humains pour gérer ces fonds-là. Bon, même question pour Juliette. Trois conseils, et puis peut-être te dire, tiens, si on refaisait cette table ronde dans un an, qu'est-ce qui aurait changé finalement ? Mais je pense, donc pour en revenir vraiment à notre cœur de métier qui est de prendre des décisions d'investissement, de construire des portefeuilles qui soient capables de battre le marché, je pense que c'est un moment pour notre industrie de rester très humble. On pourrait totalement imaginer un monde dans lequel on demande « Bonjour Siri, construis-moi un portefeuille qui va battre le CAC 40 de 2%. » On n'en est pas loin du tout. Il y a plein de travaux qui sont faits, de recherches qui sont faits et qui testent un petit peu des portefeuilles qui sont créés par l'intelligence artificielle et qui performent parfaitement bien. Donc je pense que c'est aussi un moment pour notre industrie de nous remettre un petit peu en question, de surtout en fait de ne pas louper le train de l'IA. Je pense que c'est la leçon numéro 1, c'est que cette transformation, qu'on le veuille ou non, elle va se faire. Et donc je pense qu'il y a un travail d'accepter que nos compétences soient amenées à évoluer. C'est notre capacité d'adaptation en tant que professionnel de l'investissement qui va être mise à rude épreuve, à mon avis, en tant que professionnel d'investissement, mais aussi en tant que consommateur, en tant que citoyen. Et donc, à mesure qu'on se rend compte de ce qui est à présent possible de faire, on va enfin pouvoir se poser la question de savoir ce qui est souhaitable de faire. Pour en revenir aux enjeux environnementaux que vous venez de soulever, je pense que c'est des questions qui viennent seulement poindre aujourd'hui dans le débat public et qui sont très nouveaux, auxquels, très sincèrement, on n'a pas du tout les réponses. Et donc voilà, mais il ne faudrait surtout pas, par crainte de ces enjeux qui ont quelque chose d'assez terrifiant, louper le train et se laisser dépasser, parce qu'alors là, les conséquences seraient vraiment tragiques. Et oui, on n'a pas parlé, Elon Musk qui voulait un moratoire de l'IA avant de se lancer à corps perdu dans le sujet, comme quoi il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Mathieu, moi j'ai retenu quelque chose de votre intervention, plein de choses, mais, et je pense que vous allez revenir là-dessus, les puits de valeur n'ont pas tous été découverts. Et ça, je trouve ça assez incroyable. Mais tu vois, je ne l'avais pas terminé, mais c'est le phénomène du moine copiste. Oui. Vous allez voir un moine copiste et vous lui demandez de quoi tu as besoin, il va te dire une encre qui s'efface, un papier qui résiste à l'eau, il ne va pas te demander une imprimante. On en est en plein là à ce moment-là. Donc oui, n'ayez pas peur, c'est une révolution. Comme tout projet technologique, c'est effrayant parce qu'on sait faire le meilleur comme le pire avec. Donc il faut se poser les bonnes questions. C'est une grosse puissance de calcul. On est quand même assez bas carbone sur les demandes, sur la fourniture électrique en France. Donc on est quand même très bien équipé. On n'en a pas parlé, mais on a les talents, on a les ingénieurs, on a l'électricité. Enfin, on a vraiment tout pour faire quelque chose de bien dedans. Et en plus, un cadre réglementaire européen qui n'est pas si contraignant et quand même plutôt intelligent. Qui a le mérite d'exister. Et de paver quand même un chemin qui est quand même pas si idiot. Donc il faut y aller. Il faut raison garder tout de même. Il ne faut pas mettre de l'IA partout parce que c'est une hype et qu'on se dit je stresse et où est-ce que je dois mettre de l'IA sinon je vais me faire dépasser. Je vous donne un tout petit exemple, mais l'autre fois j'ai vu quelqu'un qui écrivait des mémos, qui envoie des mémos à une autre équipe, qui fait des slides avec. Les slides sont présentés, donc on enregistre la conversation pour faire un transcript et on me demande de l'IA pour refaire le mémo. Vous auriez pu envoyer le mémo dès le début, ça aurait été plus simple. Donc voilà, il faut être quand même un peu intelligent, collégial, garder un bon sens paysan, trouver les bons usages où il y a de la valeur. Et puis, je ne l'aurais pas mis comme une révolution électrique, pas à ce niveau-là, mais oui, il y a quelque chose d'assez passionnant et fascinant là-dedans. On va poursuivre le débat hors antenne. Le mot de la fin aussi pour David qui nous a suivis patiemment à distance. David, le conseil de la fin pour l'investisseur particulier qui nous regarde. Bien sûr. Bon,
je suis en accord avec tous nos collègues ici. Le thème de l'IA est ici pour rester. Donc, c'est important de trouver des valeurs comme NVIDIA et Microsoft, mais bien sûr, il y a beaucoup plus de sous-thèmes à l'intérieur de l'IA, que ce soit le côté de l'énergie des data centers, l'économie plus réelle, les gains de productivité. Donc, il ne faut pas oublier tous les autres petits secteurs à l'intérieur de l'IA. Deuxièmement, je dirais que, une des questions qu'on a beaucoup de nos clients, c'est est-ce que c'est 1999, est-ce que c'est 2000, est-ce qu'on est dans une bulle technologique qui va mal finir? Et pour nous, vraiment, la différence, c'est que l'infrastructure numérique est déjà là. La distribution de ces technologies-là existe déjà. On l'a sur nos smartphones, on l'a sur nos laptops, sur nos PC au travail, bientôt dans notre Vision Pro, on espère, de Apple. Mais vraiment, en 2000, on était encore en train de creuser des câbles de cuivre dans le sol pour connecter les gens. Aujourd'hui, on n'a pas ce problème-là. Donc, vraiment, le côté de distribution, il n'y a aucune barrière. Donc, on peut vraiment distribuer ces technologies-là et ils s'améliorent très rapidement. Donc, ce n'est pas 2000 pour nous. Et finalement, je dirais qu'en troisième, et je dis ça parce que moi, je le vis aujourd'hui, je crois que la plupart d'entre nous, en tant que gérant financier ou analyste financier, auront un assistant d'IA avec eux à tous les jours au travail. J'en ai créé un en utilisant GPT 4.0. On peut créer nos propres GPT. Je lui ai mis tout mon processus d'investissement dedans et c'est un super research assistant, un assistant de recherche, un analyste très junior qui m'aide à trouver des aiguilles dans une botte de foin par-ci, par-là dans des rapports trimestriels, dans des rapports annuels de plusieurs compagnies, que ce soit en coréen ou en allemand. On est capable de faire ça. Donc, je crois que d'ici un an, d'ici 18 mois, beaucoup d'entre nous auront un assistant d'IA, au moins professionnellement, si ce n'est pas dans notre vie personnelle. Bon, et on espère que les journalistes n'auront pas été remplacés par des images 3D avec une voix artificielle. J'espère être encore là si on refait cette table ronde dans un an. Merci beaucoup à tous nos invités d'avoir parlé de tous ces sujets passionnants, un sujet de développement économique, de marché, d'action, de bourse. On espère que ça vous a intéressé autant que nous ce soir. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée. Et puis, on revient demain pour une nouvelle journée de Bourse Live, les rencontres. Merci beaucoup et très bonne soirée.